Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va faire le test du Honor 9, ce petit remplaçant du Honor 8 et un petit peu presque similaire au Honor 8 Pro. Arrive sur le marché à un prix plancher de 400€, enfin 430 avec quelques petites réductions pour le ramener à 400€. C'est un smartphone qui a 64 Go de mémoire, 4 Go de RAM, écran 1080p 5.2 pouces, donc assez classique là-dessus. Le double capteur qui est un zoom hybride, ça c'est la petite nouveauté, c'est-à-dire qu'on reprend le capteur du Mate 9, on améliore pas mal un petit peu la qualité du capteur en lui-même qui reste une bonne amélioration, et on lui ajoute un zoom qui est logiciel, donc ça reste un zoom qui en soi fonctionne. N'hésitez pas à regarder la petite comparaison avec le Asus Zenfone Zoom S que j'ai fait il y a quelques temps, qui vous permettra de vous faire une idée par rapport au zoom et de voir un peu la différence. Donc on a ça en termes de nouveautés, on a quelques petites nouveautés ici, cette courbure, et on a ce bouton de navigation qui, en fait, c'est le lecteur d'empreintes qui était au dos, et qu'on voyait, il a disparu, hop, ici. Donc ça va être la grosse nouveauté, surtout le gros changement. On avait ce bouton cliquable au dos qui faisait lecteur d'empreintes, qui permettait de faire des actions, qui permettait de descendre. La barre de notification, elle a disparu. Ah, il y en a beaucoup qui vont le regretter pour avoir ce bouton qui est à l'avant et qui va permettre d'avoir les touches de navigation au lieu qu'elles soient virtuelles comme le Honor 8 qu'on peut rajouter. Ne vous inquiétez pas, on peut le rajouter. Eh bien, vous l'avez maintenant ici. Vous avez des boutons sensitifs aussi que vous pouvez activer. C'est vraiment les grosses choses qui changent sur ce Honor 9, avec bien sûr le Kirin 960. Mais ça reste plein de petites améliorations qui changent pas mal le téléphone. Alors, est-ce qu'il vaut vraiment le coup à 430€? Est-ce que vous allez regretter? Eh bien, on va voir ça tout de suite dans le test. Ça va être le petit téléphone qui m'a pas mal surpris quand même. Mais il a de la concurrence quand même. Au niveau du design, on n'a pas de gros changements, mais un petit, qui est à la fois petit et important. Mais tout d'abord, on va faire un peu le tour du smartphone. Donc tout d'abord, ici, en façade, on a cette fois-ci le lecteur d'empreintes qui est ici, au lieu d'être au dos. Donc ça, c'est la grosse différence qu'il y a. Ensuite, en haut, nous avons le haut-parleur avec la petite notification qu'on a ici. On a capteur luminosité et proximité. Ici, le capteur photo avant de 8 mégapixels, si je ne dis pas de bêtises. L'écran de 5.2 pouces qui n'a pas changé. On a du 2,5D. Au niveau des bords, qu'est-ce qu'il y a? On a normalement la même chose. Donc bouton power, volume plus et moins. On a l'antenne qui est sur le côté. Au-dessus, on a ici le capteur, hop, ici, hop, comme ça. Le capteur qui est infrarouge pour la télé avec le micro secondaire. L'autre antenne, ici on peut enlever donc le petit tiroir SIM pour tout simplement mettre soit deux SIM, deux nano SIM exactement, ou une carte SD et une SIM. Et en dessous, on se retrouve avec les antennes qui cette fois-ci sont en bas avec ici la jack
Et je crois que ça aussi c'est l'autre différence. Avant on l'avait au haut, là on l'a en bas. On a cette disparition du haut-parleur qu'on avait avant, en fait, des deux endroits qui étaient un peu une spécialité de Huawei, avec un haut-parleur et l'autre qui faisait haut-parleur en fait visuellement mais micro. Là c'est juste ici la jack avec le micro USB Type C et le haut-parleur qui est assez grand. D'ailleurs le micro doit être intégré au haut-parleur je pense, puisqu'on ne le voit pas ailleurs. Au dos, donc le changement déjà, comme je l'ai dit, le changement du lecteur d'empreinte. Alors forcément là il y a les traces de doigts aussi, ça permet de voir aussi qu'il prend vachement les traces de doigts. On a le double capteur toujours présent, ici capteur laser, et au-dessus donc le double flash dual tone. On a dual lens hybride zoom, j'en reparlerai sur la photo. J'ai fait un comparatif que je vous conseille d'aller voir donc directement dans la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière normalement. Si je suis à l'heure, mais bon, en tout cas, comparatif face au Asus. Et donc voilà, un dos qui est complètement plat pour une fois, c'est remplacé par Honor qu'on avait avant ici, et qui est maintenant ici. Maintenant, on l'avait même plus d'ailleurs, on l'avait même pas d'ailleurs, je dis des bêtises. Mais cette fois-ci, c'est remplacé par le Honor pour habiller un petit peu. Et donc, on profite totalement de ce côté-là. Donc, je le trouve un peu mieux, en fait, du fait qu'il n'y ait plus le lecteur d'empreinte. Ça fait un peu plus sympa. On a aussi l'ajout, en fait, en termes de design, de ce côté incurvé sur le dos pour avoir une meilleure prise en main. Donc voilà un petit peu pour le tour du propriétaire, ce qui a changé. Donc la grosse différence, c'est que cette fois-ci, en fait, on n'a plus le lecteur d'empreinte qui est là, mais on l'a là. Donc grosse différence en termes de fonction, forcément on en reparlera, mais on a quelques pertes malheureusement, on y reparlera. Autre chose que je n'ai pas mentionné, qui est pour l'instant désactivée, c'est qu'ici on a deux touches sensitives qui sont en plus personnalisables, enfin on peut les inverser, qui sont donc juste un point en fait bleu pour justement la touche retour, la touche multitâche. Donc c'est vraiment les grosses nouveautés. En soi, en form factor, c'est toujours la même chose. On est à peu près sur la même taille. On a le flash qui a changé de place, je crois. J'ai plus le Honor 8 malheureusement, donc je ne sais pas. Et c'est surtout la prise en main qui change en fait avec ce côté vraiment où on va avoir une meilleure prise en main, on va avoir quelque chose de plus arrondi, donc plus agréable en main. C'est vraiment ça qui va réellement changer. Après, au-delà de ça, il n'y a pas de gros changements. Ça reste un smartphone qui est très classe, qui est bien fini. La seule chose, j'ai l'impression que sur le modèle que j'ai, la vitre n'a pas été très très bien mise. Alors je vais essayer de vous montrer ça en zoomant, mais il y a une partie en fait qui semble plus décollée que l'autre. Ici c'est très bien ajusté par exemple. Donc là on peut voir que c'est bien ajusté, alors qu'ici il y a un espace un peu plus important. Donc quand je l'ai reçu, j'avais l'impression même que c'était un peu décollé. Ça a l'air d'être un peu mieux maintenant, mais j'ai un peu peur pour la vitre. Donc à voir après si ce problème-là est présent ou non. Mais c'est la petite chose. Aussi autre chose au niveau, maintenant vu que c'est incurvé, le problème c'est que le traitement n'est pas parfait au niveau du verre, forcément ça reste du verre. Donc au niveau des frottements, au niveau de tout ce qui peut se rayer, il faut savoir que là ça risque de vite se rayer en fait sur cette partie là comme on le voit. Comme, hop, je vais essayer de le nettoyer un petit peu pour voir ce qui est bien rayé. Ici, juste à côté de l'appareil photo, ça se raye aussi, donc attention à ça. N'hésitez pas à mettre une coque si vous voulez que ça reste en bon état. On peut voir d'ailleurs la différence sans traces de doigts et avec, hein. Donc voilà un peu la différence, c'est-à-dire que c'est assez voyant, hein. Les traces de doigts sont très très voyants sur ce type de dos. En façade, forcément avec l'écran 2,5D, ça va se rayer donc forcément autour, donc ça c'est quelque chose de logique auquel il faut s'y attendre. Hop. Donc voilà un petit peu, on peut voir qu'il y a quelques traces, bon là ça reste encore léger, mais ça risque de se créer au fur et à mesure, d'expérience en tout cas. Au niveau des rayures, on en voit quelques-unes aussi, ça reste des micro-rayures pour l'instant, j'ai pas fait de grosses rayures, mais il a l'air de se rayer assez facilement, donc ça, attention aussi de ce point de vue-là. Les bords ont l'air corrects là-dessus, ça a pas l'air de se rayer facilement ou quoi que ce soit, donc ça c'est mieux que l'Honor 8 Pro par exemple, où la peinture a tendance à vite se barrer par contre. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire déjà pour ce design, un design que je trouve toujours aussi réussi, toujours aussi agréable en main, par contre toujours aussi glissant aussi, hein, donc forcément attention à ça aussi, surtout quand on est sur une surface lisse, ça risque facilement de bouger, je l'ai déjà eu, donc ça c'est le même problème que l'Honor 8, attention, là où vous le posez, attention, regardez bien s'il n'est pas en train de glisser, peut-être tomber par terre et s'éclater. Donc ça c'est les petites choses à savoir. Ce que je trouve toujours ingénieux, c'est d'avoir donc sur, on le voit ici, la petite lettre de notification dans le haut-parleur, ce qui reste plus discret, assez sympa, moins bien fait parce que je me souviens que sur l'Honor 8 c'était vraiment sur le bord, là c'est pas vraiment sur le bord, donc c'est un petit peu moins design, mais ça reste toujours bien intégré, donc ça c'est une bonne chose. La disparition aussi du double haut-parleur qu'on avait en fait, dont un faux et un vrai, ça aussi je trouve que c'est en soi positif parce que c'est moins trompeur et au final, en plus de ça, on se retrouve avec la jack qui est en bas qui pour moi
de mon point de vue, est mieux en fait d'avoir en bas, puisque bah, quand on se met le smartphone dans la poche, bah, naturellement, moi je le mets vers le bas, et donc quand j'ai la jack, bah, la jack ressort par là. Donc si jamais vous avez une jack par là, bah, avant moi j'étais obligé de le tourner pour le mettre comme ça en fait, et pour que la jack ressort là, alors que là c'est bon, je peux le mettre comme ça. Donc petite chose positive comme ça, c'est tout con, mais ça a son importance. Après bien sûr, ça reste à chacun son avis, ça reste mon avis personnel. Donc quelque chose de réussi, forcément plus fragile que du métal, hein, donc attention quand vous le faites tomber. Vous avez deux surfaces en verre à protéger. Au niveau de la surcouche, donc là déjà, ce qu'on va faire, déjà, on va dire sur quelle version je suis. Donc je suis sur la version de base qui a été donnée, on est sur du EMI 5.1 en 7.0. La première chose que je vais vous montrer tout de suite, qui est le gros changement en gros en termes de gestion, c'est hop ici, on va mettre le code, voilà, super, comme ça tout le monde le sait, même si je n'utilise pas ça d'habitude, mais en gros ce n'est pas là, donc c'est bien, j'y suis allé pour rien. Mais déjà, une bonne chose déjà de montrer ça, c'est que justement en termes de fonction au niveau du lecteur d'empreinte, maintenant qu'il est à l'avant, on peut plus descendre la barre de notification en bas. Donc ça c'est le côté un peu dommage qu'on va perdre et que beaucoup étaient accros en tout cas et que tout le monde va un peu regretter. Par contre la grosse nouveauté c'est que maintenant comme c'est à l'avant, c'est quelque chose qui vient de chez Meizu avec Zu qui l'ont un peu amélioré et Zuk en fait ce qu'ils ont un peu amélioré ça ressemble à ce qu'il y a là. C'est-à-dire que déjà ici à l'heure actuelle on a plusieurs choses. Donc on a ici en fait on va voir ce système en fait où soit en fait tout va se faire depuis la touche, donc là si je vais vers la gauche ça me fait le multitâche, je fais une fois ça revient en arrière, et si je fais home là ça revient, si je reste appuyé ça va vibrer et ensuite ça va revenir au home tout simplement. Forcément interface de navigation une main, ça on s'en fout, je voulais pas aller là, je voulais aller là. Donc on a ça, après sinon le système classique avec normalement hop ici que je vous disais juste avant dans le design. On va pouvoir le montrer là. Je sais pas si ça se voit bien, mais on le voit ici. On le voit ici, la petite touche. C'est très discret, par contre, c'est très peu lumineux. Donc ça, c'est un peu chiant. C'est vraiment plus pour dire, bon, c'est à peu près là. Mais j'aime pas trop. Moi, je me suis très vite habitué à ça au final. Où voilà, le retour, c'est ça. L'écran d'accueil, c'est ça. On a les tâches récentes en faisant vers la gauche. Et l'application Google, où on fait comme ça. Voilà, comme ça n'a pas l'air de fonctionner. Je sais plus pourquoi, mais ça fonctionnait en tout cas. Voilà, ça a fonctionné. Hop, voilà un petit peu. Moi, je reste comme ça. C'est le truc, on devient vite accro aussi. Ça reste un autre système très différent. Pour ceux qui sont habitués, forcément, ils vont être un peu déçus. Mais pour moi, c'est une fonction qui est géniale d'avoir tout sur le même bouton, comme on peut le voir ici, avec voilà, qui fait tout. C'est en train de se répandre. Il y a OnePlus, Zuk, et Lenovo et Motorola. Et maintenant, ici, chez Honor, c'est de plus en plus répandu. Et c'est quelque chose de très pratique pour le coup, puisqu'on gagne forcément les 5 points de pouce, là où le Honor 8, on n'avait pas du tout de touche physique. Donc on ne profitait pas forcément à fond des 5 points de pouce. Là, on en profite. Voilà un petit peu déjà pour ça. Sinon, on est sur du EMUI 5.1, c'est-à-dire que on va avoir quelque chose d'assez... Le 5.1, c'est que de l'optimisation de 5.0. C'est une surcouche qui est très bien optimisée, parmi les mieux à l'heure actuelle en termes d'optimisation. Pas mal de petites fonctionnalités avec les outils, donc fichiers, horloge, météo, etc. Donc on a toute la panoplie classique. On a forcément tous les services de Google aussi qui sont intégrés, donc voilà un petit peu pour ça. On a quelques applications de pub, donc celui-là il dégage. Alors en gros, vous DE Recorder et ça, mais en gros vous avez Booking, TripAdvisor, Result et eBay qui sont intégrés. Ici, hop, qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous avez aussi Gameloft avec Asphalt Nitro, etc. en termes de petites choses. Voilà, Vmol, vidéo, thème, gestion du téléphone, quelque chose de classique pour gérer tout ce qu'on veut au niveau du téléphone, rien de particulier en soi. Donc gestion de l'écran de verrouillage des applications, etc. Nettoyer la RAM, le cache, les autorisations, les virus, la batterie en elle-même, bloquer la partie SMS, appel, etc. Donc voilà, quelque chose de classique. Les thèmes, ici, hop, où on a donc les thèmes en local et normalement on est censé avoir accès derrière au reste, mais vous avez plusieurs thèmes que vous allez pouvoir appliquer tout simplement, donc là c'est en train de se montrer, donc à vous de voir si vous voulez d'autres thèmes qu'il y a sur le store de thèmes justement. Ensuite, hop, qu'est-ce que nous avons d'autre? Après nous avons un peu tout ce qu'il y a de plus classique, donc l'appareil photo bien évidemment, nous avons hop, la galerie qui reste elle assez sympa, petite fonction sympa d'ailleurs sur la galerie, à vous de voir, c'est qu'il va reconnaître les visages.
Alors j'en ai pas vu beaucoup, mais il va reconnaître des groupes, des visages. Donc selon ça, en fait, il va détecter que c'est de la nourriture. Donc là, il détecte que c'est de la nourriture, donc il va le mettre dans un espace spécifique. Il va détecter que c'est des paysages, donc il va les mettre dans les trucs paysages. Donc voilà un petit peu pour les petites choses assez. Parfois, ça peut être un petit peu mal vu. Après, à vous de voir. Ce que vous aimez tout simplement, mais pour certains qui veulent avoir quelque chose d'organisé, qui veulent montrer rapidement des photos, il va détecter les visages, après il faut mettre des noms sur les visages, mais il va détecter automatiquement et les ranger dans le dossier en question. Donc après à vous de voir, hein, pour certains ça va être invasif, pour d'autres non, à savoir que ça a l'air de se faire automatiquement. Je sais pas si on peut pas le désactiver par contre. Pour ceux qui, c'est fait par défaut, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser forcément, mais c'est fait par défaut. Là, toutes les photos qui me contiennent, en fait, vous voyez, tout est là. Donc voilà, par exemple, ceux-là. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre après? Après, ça reste une surcouche que, pour ceux qui sont là régulièrement, connaissent par cœur à l'heure actuelle. On n'a pas de choses de réellement nouvelles à part ça, en fait, en soi. C'est une surcouche qui est très fluide, qui est bien optimisée. C'est vraiment la petite chose assez sympa, c'est que ça reste vraiment bien optimisé. Qui est très rapide aussi, même si on est sur la mémoire eMMC, donc ça c'est la petite chose à savoir, mais qui réagit très bien, qui réagit rapidement, un peu moins rapide que l'Honor 8 Pro, forcément on y reviendra sur la partie puissance, mais qui fait tout à fait son taf, qui est très réactif. Pour moi, la plus grande chose, en fait, la plus grande nouveauté sur cette surcouche, c'est surtout justement ce système où on va avoir les touches sensitives, on va avoir ce système où tout est fait sur un seul bouton. Et ça change beaucoup en termes d'utilisation, ça change énormément. Je vais pas m'étaler plus, après, n'hésitez pas à aller regarder tout simplement d'autres vidéos que j'ai fait, notamment l'Honor 8 Pro, le Mate 9, où j'ai bien détaillé tout ce qu'il y a. Mais aujourd'hui, on va pas s'y étaler parce que c'est une surcouche qui maintenant est bien répandue. Dernière petite chose à montrer, c'est le style d'écran d'accueil où on peut choisir entre classique ou avec un bureau pour pouvoir gérer ses applications, donc comme les smartphones bien européens entre guillemets. Donc voilà un petit peu pour ça. Là c'est en train de charger justement le côté classique, voilà. Donc comme ça si vous voulez avec ce bureau d'application pour pouvoir tout gérer et mettre juste ce que vous voulez. Sinon voilà, c'est fluide, c'est réactif, etc. Tout ce que vous voulez, c'est bien optimisé, donc pas de souci de ce point de vue-là. C'est une bonne surcouche. Après, il faut aimer ce type de surcouche-là qui s'éloigne un peu d'Android pur, mais qui fait totalement le taf et qui globalement tourne très bien. Au niveau de l'écran, donc là on est sur un écran 5.2 pouces LTPS, donc en 1080p, donc un écran qui déjà en termes, hop ici, allez désactive-toi, de luminosité minimum qui est plutôt basse, même si on peut mieux faire, là on le voit quasiment plus, mais ça reste encore un petit peu allumé, et au maximum qui reste très lumineux, au soleil c'est plutôt pas mal, sachant qu'on a une petite fonction assez intéressante. Hop, on va baisser un petit peu pour que, hop ici, donc déjà on a la petite fonction qu'on peut voir ici, confort des yeux, pour mettre plus ou moins en jaune. Là, c'est un peu désactivé, donc ça se voit pas forcément. Ici, donc en gros, on va voir le confort des yeux. Donc ici, avec ce système, on va pouvoir plus ou moins gérer le bleu qui est en moins, tout simplement. Hop, ici, on peut choisir une programmation aussi. Et on a la température aussi ici. Donc si vous voulez régler un petit peu l'écran selon ce que vous préférez par défaut. Ça, c'est les petites choses. Dernière chose, vous avez augmenté la lisibilité au soleil. C'est-à-dire que, hop, on va remettre comme c'était comme ça. L'appareil lui va mieux préférer. C'est-à-dire que la lisibilité au soleil, quand vous allez être au soleil et que l'appareil va voir que le soleil est assez puissant, il va augmenter la lisibilité, donc le contraste et la vivacité des couleurs pour que vous voyez mieux et que ça reste utilisable parce que forcément le soleil ne permet pas forcément de voir sur les écrans et celui-là, avec ce petit système tout bête, ça permet ça. Par contre, en général, ça consomme un peu plus d'énergie puisque ça va booster un peu plus l'écran. Au niveau des angles de vision, on est sur quelque chose qui est correct. Forcément, on perd un peu en luminosité ici quand on met sur le côté, mais ça reste très correct. Hop là. Au niveau des couleurs, on est sur quelque chose qui est très bien aussi, donc assez neutre. D'ailleurs, il est de plus en plus neutre au fur et à mesure des sorties de téléphone, donc pas grand chose à dire. C'est un poil vif, c'est très bien géré, un poil vif, mais ça reste assez neutre pour le coup. On commence à avoir quelque chose de bien réglé de ce point de vue-là, donc ça c'est de mieux en mieux aussi de ce point de vue-là. Même au niveau du rouge d'ailleurs, ça reste beaucoup moins vif qu'avant. On se retrouve sur la partie son et on va mettre un petit peu de métal pour ça.
avec du Linkin Park. Ah non, c'est plus trop du métal. Bon, on va mettre du Linkin Park quand même, hein. Faut bien l'un ou l'autre. Donc au niveau du son, à part cette petite blague pour ceux qui ont reconnu avec le délire Hellfest, etc. Hein, parce qu'on là on sent le truc bien métal. Hein. Au niveau du métal, donc au niveau de la jack, on est sur quelque chose qui est plutôt sympa, sans être exceptionnel, comme je l'avais déjà dit sur le Honor 8 Pro. On est quand même à 1 à 2 générations de retard par rapport à par exemple Qualcomm qui a des puces audio qui sont pas trop mal. Mais c'est pas exceptionnel non plus. Si on regarde, si je trouve au bon endroit, le son ici. Donc ici nous avons tout ce qui a les trucs classiques et maintenant on a l'effet sonore Huawei Hisense. Alors je vais montrer un petit peu la différence. En gros. Donc voilà, on peut choisir le type de casque, oreillette, écouteur, c'est globalement la même chose. Et casque, ça change en gros un peu les fréquences. Donc rien de... comment dire, rien d'extraordinaire en soi, ça change pas énormément de choses, mais ça peut avoir un intérêt. Vous avez Audio 3D qui améliore un petit peu la stéréo et je modifie quelques petites fréquences, histoire d'améliorer et d'avoir quelque chose d'un poil mieux qu'au départ, sans être non plus extraordinaire, et il faut le désactiver pour avoir accès à l'égaliseur. Et vous avez donc bien sûr tous les trucs classiques, et Honor Purity. Honor Purity, en gros, c'est un côté très... comment dire, en gros, c'est juste quelque chose d'assez flatteur pour les oreilles. Hein. On n'a pas l'impression au niveau de l'égaliseur, mais il y a beaucoup plus de basses. Et en fait, c'est une signature en V qui est faite, qui pour moi n'est pas intéressant. Pour moi, le truc de base est le mieux. C'est là où c'est le plus, on va dire, vous mettez comme ça, audio 3D en proche, c'est un peu mieux. Il y a une meilleure stéréo, mais c'est pas exceptionnel. Ce qui manque le plus en fait en termes de la puce son, il y a une grosse amélioration, mais on n'est pas encore au mieux de ce qu'il y a à l'heure actuelle en termes de haut de gamme. Il manque surtout en termes de détails et de stéréo. Les détails c'est un peu en dessous, la stéréo est par contre assez mauvaise par rapport à la concurrence. Donc c'est un peu ce qu'on peut retenir. Ensuite au niveau ici le haut-parleur est plutôt pas mal. Par contre il a tendance un peu à fond. On a un petit peu de distorsion, on a un petit peu de grésillement. On a quelque chose qui est plutôt pas mal. Hein. Déjà, on l'avait vu avec le Honor 8 Pro, on avait un bon haut-parleur. Ici, ce bon haut-parleur est aussi vraiment pas mal de ce côté-là. Donc, ce qui fait que on est sur du côté du son, on est sur quelque chose de correct, sans plus, sans être extraordinaire non plus, mais il se débrouille bien. Au niveau de l'appareil photo, donc là, on est sur un double capteur, donc 12 mégapixels et 20 mégapixels. À savoir que, hop, ici, donc on a ce qu'ils ont appelé un zoom hybride, donc rien de précis, ça apparemment, pendant la conférence, ça n'a pas été détaillé. Je vous conseille de regarder pour être très, très clair un peu sur la qualité de l'appareil face à un bon photophone qui est le Asus Zenfone Zoom S. De regarder notamment avec ce système de zoom ce qu'il vaut. Pour moi, donc aujourd'hui, donc on est toujours sur une ouverture 2.2 avec ce qui est un double capteur, donc 20 mégapixels en monochrome et 12 en classique. Après, le seul truc qui est chiant, c'est que pour avoir ce zoom instantané, il faut être que en 12 mégapixels. En 20 mégapixels, ça fonctionne pas. On peut même pas du tout zoomer, hein, juste pour vous montrer. C'est-à-dire, hop, ici, on fait ça. Et ce qui fait qu'on va pas pouvoir zoomer. Le zoom n'est pas dispo à une résolution de 20 mégapixels. C'est complètement con, mais c'est comme ça. Donc je trouve ça dommage. À savoir qu'on a un système aussi dynamique, donc c'est-à-dire que si je veux prendre une photo, bah je fais ça, il va prendre la photo, mais il va prendre les quelques secondes avant. Donc on va le voir en appuyant là, avec le son. Et ça fait la photo, ça fait genre, bah voilà, on peut voir ce qui s'est passé juste avant. Vous avez toujours ce système de mode portrait, le mode grande ouverture activé, qui permet d'avoir ce côté un peu photo professionnel, le côté classique. On a ce côté aussi, hop, ici mode portrait, donc qui va permettre d'améliorer le côté beauté, etc., le truc classique. Pour avoir une photo avec un peu moins de gestion logicielle, c'est-à-dire qu'il y ait moins de perfectionnement logiciel, qui est moins de retouches en fait au niveau de la photo. Vous avez le mode photo pro et ça vous permet aussi de régler quelques options et aussi d'avoir le format RAW qui s'affiche
pour pouvoir avoir une retouche totale, donc aucune retouche de la part du téléphone, c'est-à-dire que ça va être vraiment en brut, et donc ça c'est une bonne idée. On a le panorama 3D, donc on va prendre plusieurs photos pour pouvoir avoir quelque chose en 3D, le monochrome bien évidemment, HDR 3D Creator, cliché nocturne, etc., etc. Vous aurez tout ça bien évidemment sur l'album photo qu'il y a en dessous. Je vais montrer quand même quelques photos pour comparer. Hop, ici, on va voir ici, donc en gros, donc non plus parce que ça c'est encore pour autre chose. De nuit par exemple déjà, on peut voir un petit peu ici, donc là, je crois que c'était en HDR que j'avais pris cette photo là. Je vais voir où est-ce que j'ai... Ah oui, j'ai les détails là. Je ne sais... Non, c'était même pas en HDR. Je sais plus en quel mode j'ai eu ça. Mais ce qui fait qu'on peut faire des photos de nuit qui sont pas trop mal. Ici, on peut voir que c'est un poil retouché. Mais pour une photo de nuit, c'est un peu mieux, je trouve, que le Redmi Pro. Le Honor 8 Pro. On a quelque chose qui est pas trop mal. Donc, bien sûr, là, on peut régler. En fait, j'ai juste mis la luminosité à fond ici. Et ça a permis quand même, on a quand même pas mal de petits détails. On est moins bien que le Zenfone Zoom S. Mais au vu de la différence de capacité entre les deux capteurs, on est quand même vraiment pas mal par rapport à la capacité du capteur. Il y a une grosse optimisation de ce point de vue-là, donc ce qui fait que c'est intéressant. On peut voir ici que c'est un peu lissé parce que normalement on est censé avoir pas mal de détails. Là on a pas mal de petits détails, là c'est encore autre chose. Mais voilà un petit peu, on va chercher, qu'est-ce que nous avons d'autre ici. Donc là, c'est ce que j'avais fait en comparaison avec le Zenfone Zoom S. On a quand même pas mal de détails. On a vraiment quelque chose qui est vraiment pas mal. On a quelque chose de bien clair, de bien net. Là, c'est en mode zoom en plus, ce qui est vraiment pas mal. En mode classique aussi, bah forcément, ça se défend très bien aussi. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, ici, en fait, j'ai eu un bug, ce qui fait que bah, le côté flou n'a pas du tout fonctionné. Il a pas du tout détecté. Je sais pas pourquoi. Je crois que c'est avec le blanc où il a eu du mal. Donc voilà. Mais en tout cas, on a vraiment quelque chose de pas mal au niveau du zoom qui améliore. C'est clairement moins que si ça a été un optique, un réel zoom. Mais on a quelque chose qui est quand même assez sympa en termes de photos. Ce qui manque surtout, ça va être du contraste et des détails. On est quand même un peu derrière ce qui se fait du côté de la concurrence. Surtout au niveau du zoom, on perd en détail. Mais sinon, globalement, c'est un bon appareil photo en termes de photos. Il n'est pas mauvais non plus, mais la concurrence fera peut-être mieux. Après, pour 400 €, on a un peu moins de concurrence. On est 100 € moins que le Zenfone Zoom S. On est 100 € de moins que le OnePlus 5. On se retrouve plus face au Zenfone 3, qui est un excellent photophone aussi, pour le coup. Mais en gros, ça se démerde bien. On a quand même une petite amélioration qui n'est pas négligeable non plus. Et qui fait que voilà, l'appareil photo n'est pas le meilleur bien évidemment, mais il se défend bien face à la concurrence. C'est vraiment pas mauvais. Forcément après ça dépend ce que vous cherchez, mais si vous voulez quelque chose qui soit un peu équilibré partout, l'appareil photo étant très correct, eh bien il rentrera dans les cases de vos critères, tant que c'est pas les critères principaux. Au niveau de l'autonomie, on se retrouve avec une batterie de 3200 mAh. Donc un smartphone qui en termes d'autonomie est plutôt correct, puisqu'on est à peu près à ce que faisait le Honor 8, voire un petit peu moins quand même, dû à la puce qui est un peu plus consommatrice d'énergie. On y reviendra sur la partie puce, où je vous conseille d'aller sur le dossier très complet que j'ai fait sur le Honor 8 Pro, le test complet où j'ai fait vraiment un gros truc par rapport à ça. Donc une autonomie qui est assez correcte, puisqu'aujourd'hui par exemple j'ai fait 6 heures avec mix 4G Wi-Fi, sachant qu'on est sur une journée très chaude. En plus de ça, le processeur a tendance à beaucoup chauffer. Donc 6 heures, c'est très honnête, sachant que j'étais en luminosité auto toute la journée, pas mal de Wi-Fi. Donc c'est plutôt pas mal. Donc en gros, il faut compter entre 5 heures en full 4G avec un peu de jeu, jusqu'à 7 heures en Wi-Fi avec un peu de jeu aussi, ou sans jeu, je pense que si, ça passe. Donc là-dessus, c'est plutôt pas mal. Sachant que si je retrouve, en termes par contre de vidéos YouTube, on est plus aux alentours des 4h50, comme le Honor 8 d'ailleurs, donc ce qui fait que ça n'a pas vraiment changé entre temps. Donc là-dessus, pas de soucis particuliers, on est dans la bonne moyenne, on est sur quelque chose de très correct, avec un processeur assez puissant. J'avais justement la peur, par rapport à l'autonomie, d'avoir une autonomie qui soit très moyenne, par rapport au Honor 8 Pro qui lui fait moins avec 800 mAh de plus, malgré l'écran de 2K, il aurait dû faire plus. Donc là, ce qui fait qu'ils ont beaucoup plus maîtrisé, notamment par rapport à la chauffe.
Justement, ils ont limité beaucoup plus le processeur, on va voir ça dans les benchmarks, et ce qui fait que le processeur consomme moins parce qu'il est mieux régulé, et donc elle est à la fois moins chaud, consomme moins, et donc on a une meilleure autonomie, ce qui est plutôt agréable d'ailleurs, puisque forcément, je m'attendais plus à avoir 3 heures, 4 heures d'autonomie, là on est entre 5 et 6 heures, ce qui est tout à fait correct. Au niveau de Geekbench, donc là on se retrouve avec donc un Kirin 960, donc 4 cœurs Cortex A73 à 2,4 GHz et 4 cœurs en Cortex A53 à 1,84 GHz comme on le voit là, 4 Go de RAM ou 6 Go sur la version la plus chère, donc aussi 32 Go de mémoire, si je dis plus de bêtises, non je ne sais plus ce que je dis, c'est 64. Donc ce qui fait qu'en termes de benchmark on a une différence assez intéressante avec le Honor 8 Pro, puisque je le rappelle, sur le Honor 8 Pro le problème c'est qu'il avait tendance à ne pas du tout se brider, donc devenir très très chaud. Ici on a une grosse différence, on est sur une base de 1849 points, 6318 en multicœur. Pour comparer ici, forcément, on est au-dessus du Galaxy S7, et en multicœur, là, on est bien au-dessus, on est équivalent au Snapdragon 835 ou 8895 du Galaxy S8. Donc ça, c'est très bon, sachant que la grosse différence entre ces processeurs-là, c'est surtout qu'il est gravé en 16 nanomètres. Bien sûr, toutes les petites choses autour, mais ça, c'est autre chose auquel on n'a pas accès. La différence avec l'Honor 8 Pro, c'est qu'au fur et à mesure des tests, comme on peut le voir là, en fait, il va descendre en termes de points. Alors, on est sur celui-là, STFL09, donc voilà, 6500 points, quelque chose de normal. Et donc, quand on fait le test, 23h14, on va aller chercher minuit 3, on va descendre ici. Alors, c'est pas le plus bas, puisque le plus bas, pardon, c'est ici. Non, c'est même encore avant 23h54, puisqu'on est à 5600. Donc on perd quand même 1000 points, on se retrouve à peu près au score du Honor 8 avec le Kirin 950. Je m'attendais à une plus grosse baisse que ça, parce que ce qui est bien au final, c'est que le téléphone chauffe peu, il chauffe beaucoup moins que l'Honor 8, et ça c'est une très bonne chose. Il aura tendance à l'utilisation être un petit peu tiède très régulièrement, mais on n'est pas sur le côté chaud qu'on avait avec l'Honor 8 Pro. Déjà parce qu'il est un poil plus épais, aussi parce que le dos est en verre, donc il conduit moins la chaleur, donc on va moins la ressentir. Mais néanmoins, même au niveau des tranches, ça reste quand même beaucoup moins chaud. Donc ça, c'est la bonne chose. Donc il se bride aussi, ça c'est la chose importante à savoir. Donc là, on est sur un score qui descend. Après, il faut y aller, c'est-à-dire que on reste, donc on a la perte de fréquence à partir de 23h35, sachant que, donc comme j'ai dit, on commence à 23h14, donc au bout de 20 minutes, on perd quelques points, environ 400 points, on passe de 6300 à 6000 d'un coup, et on descend un petit peu jusqu'à arriver à 5600, et ça commence à remonter après à 5800 quand même. Donc intéressant à savoir là-dessus. Ça c'est plutôt une bonne chose au final, donc c'est un processeur qui reste assez stable. On est moins stable que le Galaxy S8 qui lui perd 500 points je crois, mais beaucoup plus que le Snapdragon 835 qui lui perd jusqu'à 2000 points, donc même 2500, puisqu'il passe jusqu'à 4000 points sur le Xiaomi Mi 6 en tout cas, qui est à peu près un form factor très similaire, donc soit en taille ou en termes aussi de verre, etc. Donc pour le coup, plus stable que le Snapdragon 835 en étant 16 nanomètres, c'est vraiment pas mal, ou c'est surtout Qualcomm qui s'est foiré, mais pour le coup c'est quand même un exploit, mais il y a un petit revers, on l'a vu avec le Honor 8 Pro, c'était la consommation, ce qui n'est pas le cas sur celui-là. Au niveau de la puissance graphique, donc là on est sur donc un Mali G71 MP8, donc qui est le dernier haut de gamme qui est utilisé par Samsung aussi en fait au niveau de la puce graphique, donc de chez ARM, sachant que Samsung utilise une version MP20 de la puce graphique. On peut voir que on commence à 59%, on termine à 39%, donc 20% de batterie quand même, ça part vite, donc 20%, on va voir après au niveau de l'autonomie. Mais forcément, vu qu'elle est assez performante, d'ailleurs il faut qu'on regarde justement ça que je voulais regarder, on commence à 1500 frames pour descendre à peu près, donc à 1034 au plus bas, mais à peu près 1150 en moyenne. En gros ça va être à peu près ça au niveau de la courbe, c'est à peu près par 1100, à peu près par là qu'on va s'arrêter tout simplement. Si on compare ici à la concurrence, alors ici on descend. Donc voilà un petit peu à quoi on se confronte. On se confronte à l'Apple iPhone 6, forcément qui lui est en 720p, donc il fait 1006. Si on regarde au-dessus, forcément voilà. On fait pareil que le Mate 9, qui lui est en 6 pouces, alors pourtant il est censé un peu plus respirer. Donc ce qui est assez intéressant quand même à voir.
On est en dessous du Mi Note 2 qui est avec un S821, S821 qui a une très bonne puce graphique, en tout cas en benchmark. Si on regarde par rapport, parce que là ça va être que des 821, Z2 Pro 821, 821, Edge aussi, Mi 5 aussi. Là on commence à se retrouver avec du haut. Si on compare, on va aller chercher Samsung avec le Galaxy S8. Alors on a le 7R, donc ça on s'en fout, mais le S8 Plus, allez, qui lui est en 2K par contre. Donc si on compare, on fait 25% de plus, sachant qu'on est qu'il est en 2K, nous on est en 1080p avec ce smartphone là, donc il faut remettre à peu près 2 fois plus pour le Samsung en 1080p. Mais vu qu'il est en 2K, là on se retrouve avec 825, sinon il ferait 1600 en gros. Donc là il y a quand même une grosse différence. Par contre en termes de consommation, après on est sur la version plus, on va aller chercher plutôt tac tac tac, le S8 Plus, il me faudrait juste le S8. Ah, en plus de ça, on a face au Snapdragon 835, on fait mieux que le 835, alors normalement 1500 en 2K, 1500 en 2K, par contre en termes de consommation, bah, on tient moins aussi, on tient 43% de moins, là on tient un peu plus de 2 heures à peine, là où on peut faire 3 heures. Donc c'est-à-dire que si la puce est utilisée à pleine capacité, ça va consommer énormément. Et Samsung semble avoir mieux géré puisqu'il est en 10 nanomètres, ça consomme forcément beaucoup moins. Donc là, c'est la grosse différence. Face au S8 avec les 3000 mAh, on se retrouve avec ici 3 heures contre là 50 minutes de moins. Du côté du Honor, par contre, on fait un meilleur score, pareil, parce que c'est en 2K, sinon il ferait 1600. Donc ça reste une puce très puissante, mais forcément, en MP8 contre MP20 pour le Samsung, il y a forcément une grosse différence au benchmark. Pour une fois, il y a la différence qu'il y avait entre le Mali T880 MP4 et le MP12 du S7, bah là, il n'y avait pas trop de différence, on était à 400 en 2K, donc 800 en réalité, et 400 sur l'Honor 8. Ici, là, on a déjà une différence plus importante, puisque là, c'est 1000 contre 1500 à peu près, mais on est au-dessus, puisque de base, il est en 2K, sachant que maintenant, le Samsung, on peut changer de résolution, on peut le passer en 1080p, bah, ce sera pas forcément la même, hein, donc il pourra tenir un peu plus longtemps de ce point de vue-là. Si on compare bah, au S7, forcément, là, on va voir la différence. On va comparer, tiens, même au Honor 8 pour terminer. Et on va passer à la mémoire. Donc on a un Honor 9, Honor 8, donc là, forcément. Donc, par contre, il tenait beaucoup mieux, il tenait 202 minutes, donc on a à peu près 3h30, et par contre, en termes de performance, là on est en x2,34, donc ce n'est pas rien non plus, sachant qu'on est passé d'un T880 MP4 à un Mali G71 MP8. Donc forcément, déjà on a gagné un peu en termes de performance, puisque c'est la nouvelle puce graphique, mais en plus il y a 2 fois cœur par rapport à avant. Donc voilà un petit peu déjà de ce point de vue-là pour cette puce graphique et on termine avec la mémoire. Au niveau de la mémoire, donc là on est sur une mémoire eMMC 5.1, on n'est pas sur de l'UFS comme le Honor 8 Pro, ce qui fait qu'en termes de performance on est loin des 500 voire 700 mégabits par seconde en lecture séquentielle, mais on est sur de l'eMMC, donc moins de 300, là on est sur de 285, 201 en écriture, ce qui est déjà pas mal du tout, en lecture aléatoire on est en 53, ce qui est plutôt un bon score, et écriture 61, donc ça c'est une très bonne mémoire eMMC, mais forcément on est très loin de ce que propose, c'est à peu près 2 fois plus performant. On dépasse facilement les 100 mégabits par seconde pour la lecture et l'écriture aléatoire. Donc ça, c'est à prendre en compte, hein, ce qui fait que forcément, on va être beaucoup moins bien que la concurrence. Normalement, on peut... Je ne sais plus si on peut... comparer, on va comparer ici. Je ne sais plus à quoi il se compare, je ne sais plus s'il est à jour. Mais non. Non, il ne veut pas, donc ce ne sera pas possible. Mais voilà un petit peu ce que cela donne. Forcément, on est beaucoup moins bien que par exemple le Honor 8 Pro qui lui faisait 800. Dans les meilleurs scores que j'avais fait, c'était 800 mégabits par seconde. Donc c'était énorme. C'était vraiment, vraiment énorme. Là, on a en gros plus de 2 fois moins. Sachant que pour le Honor 8 Pro, c'est un peu le aléatoire. Mais au final, la différence entre de l'eMMC 5.1 et de l'UFS 2.1, donc qui est la mémoire la plus rapide, à 800 mégabits par seconde, comme je viens de le dire, pour avoir fait un petit speed test, bah au final, non. Il n'y a pas de... Non, finalement, c'est pas... La différence n'est pas si importante qu'on pourrait le croire. Elle est même très peu importante. Donc, ce qui fait que ce n'est pas forcément à prendre en compte dans le sens où, voilà, on sait que peut-être dans l'avenir, selon les applications, ça risque de jouer un coup un peu, mais c'est plus la RAM qui a 4 contre 6 sur l'Honor 8 Pro qui fait la différence pour la gestion des applications.
Mais sinon, en termes d'ouverture, on est sur la même chose. Donc là-dessus, pour avoir pu confirmer, au final, ça n'a pas d'intérêt de faire la guéguerre entre les deux mémoires puisqu'il n'y a pas de réelle différence. On se retrouve sur Galaxy on Fire, qui est un jeu qui utilise Vulkan, une API qui permet une grosse amélioration en termes de gestion des ressources, en gros, pour faire au plus simple. Donc c'est un jeu qui est assez 3D, qui est gratuit, qui est disponible sur le store et qui apparemment a été développé en partenariat avec l'équipe de développement de Galaxy on Fire et pour l'Honor 8. Donc ce qui fait qu'il utilise normalement toutes les performances disponibles de la puce. En tout cas voilà, c'est ce qui est dit côté marketing. Le jeu en lui-même est beau, il est joli et le Honor 8 forcément, enfin le Honor 9 pardon, le gère sans problème. Ce qui fait qu'on est réellement sur quelque chose qui est très fluide. D'ailleurs, on est bien en 60 fps, pour ceux qui pourraient le demander. Hop, ici. Et donc, voilà, donc c'est un petit jeu de l'espace, tout simplement, qui ne pose pas de problème. Hein. On n'a pas de ralentissement, je me rappelle pas que sur... Hop, j'essaie de passer près d'un vaisseau. Par contre, je ne sais pas si ça, c'est un bug graphique ou pas, mais c'est pas joli. Mais en tout cas, voilà un petit peu le petit bug Windows. En tout cas, un petit peu, voilà, on peut voir que ça reste assez joli. On peut voir ici qu'il n'y a pas de problème. Donc voilà, on va passer par la suite. On va parler un petit peu rapidement de la chauffe sur le jeu juste après. Pendant que le jeu se lance, je parlais un petit peu de la chauffe. Alors, vous le savez, pour moi, ça a été très problématique sur l'Honor 8 Pro. L'appareil chauffait beaucoup trop et c'était très désagréable. Donc, ce qui fait que... Hop, ici, on va commencer la partie. Ce qui fait que l'Honor 8 Pro, quand il chauffait, très vite, l'appareil chauffait énormément ici, au point d'être vraiment désagréable. Sachant que moi je suis par contre un peu souple avec ça, puisque forcément un processeur chauffe. Mais sur l'Honor 8 Pro c'était vraiment trop chaud, et c'était l'un des plus gros problèmes que j'avais relevé pour ce Honor 8 Pro. Sur la chauffe, sur le Honor 9, eh bien c'est assez différent, puisque c'est différent tout en étant un peu mieux. Comme je l'ai dit, sur Geekbench, l'appareil a tendance à se brider, ce qui fait que la chauffe sera un peu plus maîtrisée. En plus de ça, comme il est un petit peu plus, épais, forcément aussi, ça va un petit peu aider à ce que l'appareil ne fasse pas trop ressentir la chauffe sur, l'extérieur. Donc là, on se retrouve en fait avec un smartphone qui, en étant plus épais et aussi un peu plus bridé, est un peu plus agréable à manier, puisque, en fait, l'appareil, comme il se bride, eh bien, on a la chance d'avoir justement un smartphone qui est en termes de chauffe qui est beaucoup mieux quoi. Et ce qui fait que même en jeu ce sera limité. Là, le seul moment où il est un petit peu chaud et ça reste très loin de ce que faisait l'Honor 8 Pro, ça a été aujourd'hui lors d'une journée extrêmement chaude où il y a eu ce problème de chauffe assez énorme, mais ça restait beaucoup moins pire que ce que proposait l'Honor 8 Pro. Donc en gros, l'appareil chauffe mais beaucoup moins que son prédécesseur, je sais pas trop comment le qualifier, qui utilise la même puce, parce que justement il avait ce côté, je suis un peu concentré, voilà, il était en métal, il était très fin, ce qui fait que, il faut que je gère les notifications si vous vous rendez compte. Voilà. Ce qui fait que forcément, derrière, on se retrouvait avec un appareil vraiment trop chaud sur l'Honor 8 Pro. Ici, ça reste chaud. Il faut savoir que ça reste chaud à peu près tout le haut du téléphone, ainsi que la tranche. Surtout la tranche d'ailleurs un peu plus, puisque c'est en métal. Et encore, je trouve que ça va. Mais en jeu, ce sera beaucoup plus agréable que l'Honor 8 Pro. Comme je l'ai dit, ça consommera beaucoup. Mais voilà, ça reste bien moins pire que l'Honor 8 Pro. Ça restera beaucoup plus agréable. Pour terminer un petit peu sur tout ça, on va parler un petit peu de Geometry Wars 3. Donc cette fois-ci, on est sur un petit jeu sympa. Donc là, le truc c'est que le Honor 9, pardon, je vais y arriver. Pas de souci du point de vue tout simplement de la gestion des jeux, puisqu'il a l'une des dernières puces graphiques et qui peut largement les gérer. On est à peu près à ce que propose en termes de benchmark le Snapdragon 820. Après, il chauffe pas mal, mais il n'aura pas tendance à trop se brider pour le coup. Comme on l'a vu sur Geekbench, ça devrait rester quand même très performant. Ce qui fait que là-dessus, on devrait avoir
peu de problèmes, même dans le temps, et beaucoup moins en plus de ça, que l'Honor 8. Donc il devrait très bien vieillir niveau jeu et il va pouvoir accueillir facilement tous les gros jeux qui devraient sortir prochainement. Donc voilà un petit peu pour cette partie-là. Jeu qui donc montre que le Honor 9 est très performant. Le Kirin 960 est une puce très performante, mais pour ceux qui ont suivi le test du Honor 8 Pro, forcément vous le savez déjà. Et on va pouvoir passer à la conclusion, mais en gros voilà, en jeu vous cherchez quelque chose de performant, vous n'aurez pas de problème de ce point de vue là, il fera tourner tous les jeux sans problème du Play Store. Alors que penser de ce Honor 9, cette nouveauté, ce petit changement du Honor 8? Eh ben je le trouve très réussi, ça reste pour 430 €, hop là, pour 430 €, donc il y a une petite ODR de 30 € normalement, donc en gros 400 €, ça reste un très bon smartphone, je trouve, qui a un rapport qualité-prix qui reste excellent. On aurait pu penser que ça aurait fait comme OnePlus, au vu du prix aussi du Honor 8 Pro, que ça aurait augmenté et qu'on aurait un smartphone plus cher. Alors en soi, ici il a un petit peu augmenté, maintenant il est à 430, ils ont fait une petite ODR de 30 € en soi. Mais néanmoins, donc pour 400 €, on a un smartphone qui est vraiment réussi, qui est très équilibré, on a un bon écran, un son qui est correct. C'est pour moi l'un des petits points faibles que l'on a. On a un dos qui reste toujours aussi joli. Il faudra faire juste attention faire attention surtout au niveau de l'usure, tout simplement du fait qu'ils sont un peu courbés et que ça reste du verre, donc forcément un peu plus fragile. Un double capteur qui reste assez performant, on est sur quelque chose qui se débrouille plutôt bien globalement, surtout pour 400 €, ça reste assez équilibré, c'est pas le meilleur forcément, on l'a vu avec le comparatif du Zoom S qui est un peu plus cher, avec ce zoom un peu particulier qui est totalement logiciel. Surtout la plus grosse nouveauté par rapport au Honor 8, c'est ce qui ferait que qu'est-ce qui vaut vraiment le coup. En fait, c'est surtout est-ce que le Honor 9 vaut vraiment le coup par rapport au Honor 8. C'est un peu ça la question qu'il faut se poser. Forcément déjà on aura un an de suivi supplémentaire. On a ce bouton maintenant qui est à l'avant et qui va servir pour tout et qui est un énorme changement par rapport au Honor 8 où on l'avait au dos et qui pouvait permettre en fait de faire descendre la barre de notification, et ça beaucoup de gens ont pleuré parce qu'ils commencent à être addicts à ça. En termes de qualité de finition, on est sur quelque chose qui est un petit peu mieux aussi. Malheureusement, comme je l'ai dit, je ne l'ai plus l'Honor 8 et je trouve ça un peu dommage de ne plus l'avoir. Qu'est-ce que je peux dire de plus ensuite? Voilà, c'est une petite amélioration de ce qu'on avait déjà sur le Honor 8. On reste globalement sur quelque chose de très proche. Donc une amélioration un peu partout, des petites modifications qui sont un peu bêtes, mais en gros en termes de grosses modifications, entre guillemets, ça reste ce zoom hybride et ça reste donc cette touche qui maintenant, ce lecteur d'empreintes qui est à l'avant et qui sert de touche de navigation pour ceux qui le veulent. C'est un vrai changement par contre en termes d'utilisation, mais un changement agréable. Voilà un petit peu. Après on est sur du MI 5.1, on est Android 7.0, l'autonomie est à peu près la même, un petit peu mieux sur l'Honor 8 normalement. Peut-être pas sur les dernières versions, à vérifier. Mais globalement c'est très réussi, il n'y a pas de gros défauts, je le trouve un peu plus intéressant que le Honor 8 Pro surtout au niveau de l'autonomie qui est un petit peu meilleur, forcément il est aussi plus compact et qu'il est moins chaud. Au-delà, le Honor 8 Pro il est un peu plus cher mais on a 2 Go de RAM de plus, donc dans le temps il fera un peu plus le taf. C'est surtout ça. Après l'appareil photo ça reste assez bon, on a le lecteur d'empreintes qui est au dos, on a l'écran 2K pour ceux qui veulent. C'est quelques petites choses qui sont différentes. C'est un peu difficile, j'essaierai de faire un comparatif si j'ai le temps avec celui-là et d'autres entre autres. Mais après l'appareil photo, voilà. Le zoom est intéressant, mais on est obligé d'être collé en 12 mégapixels et pas en 20 pour pouvoir utiliser le zoom. Ça c'est, je trouve, quelque chose de très étrange pour moi. On devrait soit avoir un zoom hybride qui effectivement améliore la photo, soit on nous propose en 20 mégapixels d'avoir le zoom classique qu'on a normalement, soit quand on se met en mode zoom, il nous prévient, il nous met une pop-up, hop, on passe en mode 12 mégapixels pour te faire un vrai zoom. Un peu particulier certes logiciel, mais qui améliore quand même la photo. Pour moi, ça aurait dû se mettre. Après, forcément, comme vous le voyez, vous avez pas mal de traces de doigts, donc ça, les défauts du verre, bien évidemment. Mais voilà, j'ai pas de gros défauts par rapport à ce Honor 9. C'est juste des petites choses par-ci par-là qui sont un petit peu qui sont pas parfaits encore. La puce son, donc au niveau de la jack, c'est pas parfait.
La gestion de l'appareil photo, c'est un peu particulier aussi, mais dans l'ensemble, ça reste réussi et on peut faire des bonnes photos avec. Il faut pas se mentir non plus. La puce en soi, là, le socle, le Kirin 960 est très bon, mais comme il est gravé en 16 nanomètres, il chauffe beaucoup et consomme un peu. Bon, là, ce qui est bien, c'est qu'ils l'ont maîtrisé. Donc voilà, pour moi, pour 400 €, ça reste un excellent choix. J'ai pas vraiment de gros défauts à lui dire, il n'a pas de vrais gros défauts de mon point de vue, ce qui fait que voilà, si vous cherchez un smartphone qui est assez joli, parce qu'en plus de ça, il reste en termes de design vraiment joli et qui est à peu près bien équilibré un peu partout, c'est un smartphone qui vous conviendra. En plus, ce qui est bien, c'est que ça reste un smartphone en 5, à peu près 5 pouces, avec une puce très performante à 400 €. Ça commence à être compliqué à trouver vu à quel point les smartphones intéressants sont surtout en phablette. Donc voilà un petit peu ce que j'en pense. Voilà, j'ai pas de grand chose à dire sur ce Honor 9. J'en ai moins à dire que le Honor 8 Pro. Ça reste, voilà, pour 400 €, n'hésitez pas à le prendre, ça reste un bon choix. Donc voilà, on va terminer là-dessus. N'hésitez pas à poser vos questions, à réagir, à liker, à partager par rapport donc à ce smartphone, et on se retrouve prochainement pour un prochain test sur Technoid.